Bonjour à tous. Donc alors, moi je voudrais... on parle de pas mal de problèmes, notamment liés à l'alimentation, au mode d'agriculture, au mode de distribution, d'emballage, ainsi de suite. Je pense qu'on en revient toujours au même problème, la société qui est basée sur la recherche du profit. Le capitalisme, c'est un système économique qui est à la recherche du profit. Une croissance infinie dans un monde fini. Moi, ce qui me dérange, c'est le capitalisme. Je combats le capitalisme. Toutes les causes, tu vois, quand tu parlais de conséquences, de causes et de conséquences, quelle est la principale cause à toutes ces conséquences qu'on constate? Je pense que c'est le système économique dans lequel nous vivons et auquel nous ne pouvons échapper. Donc moi, je voudrais vous parler rapidement d'internationalisme et de lutte de classe. Donc qui a combattu le capitalisme dans l'histoire de l'humanité? Il y a tout d'abord le socialisme, la théorie du socialisme, qui prétendait, au lieu d'organiser la société autour du profit et de la propriété privée, de l'organiser autour du bien commun, de l'intérêt collectif. Donc du coup, de répartir les richesses dont on dispose à l'échelle de la population, au lieu de continuer à cultiver les inégalités et qu'elles s'agrandissent encore. Ça se passait au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle. Une époque où il y a beaucoup de paysans qui ont été chassés de leurs terres pour aller vivre dans des villes et servir comme simples ouvriers dans des manufactures et des usines, et qui n'avaient pas le choix. On les a dépossédés de leurs terres ou on les a rachetés. Donc très vite, les mecs qui se sont mis en lutte contre ce système économique ont constaté que malgré leur nationalité, il y avait des Français, des Allemands, des Anglais, tous luttaient contre ce même système économique, malgré quelques particularités propres à chaque État. Le fait qu'en Angleterre, la monarchie soit restée parlementaire, donc une démocratie, une monarchie parlementaire. En France, très vite, on a chassé le roi. Bon, ils sont revenus, ils sont repartis, mais on a vite eu une république démocratique. Malgré la différence de régime, le point commun, c'était l'économie, l'économie capitaliste. Très vite, ces mecs-là qui ont réfléchi et qui discutaient entre eux ont compris que l'internationalisme, c'est ce concept de se sentir une seule humanité. C'est-à-dire que tous les êtres humains sur cette terre, on est tous des frères et on n'a aucun intérêt à fixer des frontières arbitraires, à ne pas pouvoir se déplacer dans tel pays parce qu'on n'a pas le visa, ou à devoir payer pour aller dans tel pays et à se faire refouler parce qu'on fuit la guerre et qu'on n'a pas de papier et que démerde-toi dans ta merde. Ou noie-toi dans la Méditerranée. Ces mecs qui ont essayé de combattre ce système décadent et déjà aberrant au 19e siècle, qui pensaient que le progrès de l'humanité, c'était justement de dépasser ce système économique, d'aller vers du socialisme, du communisme. Mais techniquement, ils ont très vite élaboré ce truc, l'internationalisme, ils l'ont diffusé autour d'eux. C'est-à-dire que vous, ouvriers allemands qui luttez contre vos patrons, contre l'État, en fait, vous êtes les alliés des Français, des ouvriers français qui combattent pareil la bourgeoisie dans leur pays, et ainsi de suite. Et à toujours vouloir créer des ponts, des divers mouvements militants et mouvements révolutionnaires surtout, parce que prétendre changer de système économique, ça implique une révolution. C'est un changement si radical qu'on appelle ça une révolution. Les révolutionnaires de tous ces pays, ils en avaient rien à foutre de leur... ils accordaient de l'importance à leur culture, mais ils n'accordaient pas d'importance aux frontières qui avaient été tracées de manière arbitraire par l'histoire, les dirigeants, les différents rois, les différentes guerres, les différentes conquêtes, la colonisation et ainsi de suite. D'ailleurs, la colonisation, c'est aussi une chose qui fait prendre... on parle de mondialisation effrénée depuis les années 80. La colonisation, ça fait 2 siècles, et c'était les débuts de la mondialisation. Des mecs qui sont allés chercher des terres cultivables aux Antilles pour faire du sucre, pour venir le vendre en Europe, aux riches qui pouvaient se le payer, du chocolat, du café, de la soie, du coton en Amérique, et ainsi de suite. La mondialisation, ça fait très longtemps. Donc voilà, le concept d'internationalisme, c'est se dire, eux, leurs marchandises, ils ont tout intérêt à les faire transiter sur toute la planète sans droit de douane. Eux, leurs capitaux, ils peuvent les faire circuler dans les paradis fiscaux de manière complètement occulte. Secret des affaires, secret bancaire, personne ne peut contrôler. Eux, quand ils font des conneries, un mec n'a pas payé 3 millions au fisc, le fisc, gentiment, va le voir et lui dire tu régularises, et puis c'est bon. Pas de procès, rien sur le casier judiciaire, pas de garde à vue, rien du tout. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est ce monde où les marchandises et les capitaux circulent librement, et les êtres humains, les êtres humains, c'est pas le cas. Autant les mecs qui sont dans la plus pure misère,
qui réclament juste de vivre mieux dans un pays où il y a peut-être plus de possibilités de s'en sortir. Je pense aux Somaliens, aux Syriens, aux Libyens, tous ceux qui vivent dans des pays qui sont en état de guerre civile déplorable. Et donc voilà, ça c'est l'internationalisme. Alors ensuite, tout ça m'amène on est une seule humanité sur cette planète, on n'a qu'une seule planète, on doit la partager, il faut qu'on s'organise ensemble pour la gérer au mieux. Et c'est l'internationalisme, et on amène un outil de compréhension sur l'histoire des sociétés humaines qui s'appelle la lutte de classe. La lutte de classe, c'est admettre que malgré le fait qu'on soit une seule humanité et qu'on soit tous frères, il y a des groupes d'intérêts complètement différents au sein de nos sociétés. Les sociétés de caste, elles ont existé dans le monde entier. La société indienne est un bon exemple de société de caste. Ou comment ils s'appellent là, les mecs qui valent rien, les intouchables, ouais. Enfin, c'est des êtres humains, mais bon, ils valent rien. Dans toutes les cultures, il y a eu la division en différentes classes sociales. Moi, à l'heure actuelle, je vais le réduire à ce chiffre simple là, qu'il y a 1% des plus riches de la planète qui possèdent plus que 99% du reste de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils possèdent plus de la moitié des richesses sur cette planète, c'est 1%. Si on fait très simple, ça veut dire que la classe des 1%, la classe des plus riches, a des intérêts totalement opposés à la classe des 99%. Eux, ils ont intérêt à s'enrichir plus. Nous, on aurait intérêt à répartir les richesses. Techniquement, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on s'intéresse à l'histoire d'une société, on se rend compte que, par exemple, pendant la Révolution industrielle, la Révolution française, elle se fait pour chasser la noblesse et l'aristocratie. Une classe de dirigeants qui prélèvent des impôts sur tout ce qui est produit dans son pays, qui fomentent des guerres à l'étranger, qui vit dans des palais luxueux, mais qui ne travaillent pas. Ensuite, à cette époque-là, il y avait la bourgeoisie commerçante. Des mecs qui triment dur, qui vivent d'un commerce et qui arrivent à faire plus ou moins de pognon et peut-être même arriver à avoir des conditions de vie assez luxueuses pour certains. Il y a aussi l'aristocratie, la bourgeoisie, les propriétaires terriens, ceux qui font travailler des paysans dans des systèmes un peu comme le servage. Et en fait, c'est plein de classes sociales différentes qui, pendant tout le 19e siècle, se sont unies, désunies, et ça a fait le jeu de pas mal de changements, donc le retour de la monarchie, des différentes tentatives révolutionnaires, et ainsi de suite. Il n'empêche que les 99%, c'est à mon sens ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour assurer leur subsistance. Les 1%, c'est des gens qui vivent dans des familles où il y a un héritage de 1, de 10, de milliards même des fois d'euros. C'est des personnes qui, la rémunération de leur capital leur apporte bien plus que leur travail. C'est des personnes qui pourraient du jour au lendemain arrêter de travailler, qui auraient toujours autant de revenus quasiment. Alors que nous, les 99%, il faut qu'on bosse pour avoir du pognon. C'est une différence fondamentale qui fait que je pense que les 99% n'ont aucun intérêt à soutenir cette économie capitaliste, et au contraire, les autres 1%, à l'opposé, eux, ils défendent bec et ongle leur morceau, quoi. Donc là, je résume 99%, 1%, parce que ce chiffre, il est hyper révélateur du fait que en fait, les inégalités n'ont cessé d'augmenter, malgré le fait que la science ait permis de soulager certains boulots, du fait que des machines permettent de fabriquer des voitures de manière plus efficace qu'avant, et ainsi de suite. Le progrès de la technique n'a aucunement servi à faire progresser les conditions de vie de la majorité. Au contraire, il a contribué à augmenter les inégalités. Donc la lutte de classe, c'est un élément très con, c'est un prisme très con, c'est de se dire, quel que soit le problème qui se pose, que ce soit un problème d'alimentation, un problème de pollution, un problème d'éducation, un problème de guerre, on cherche à savoir quels sont les différents groupements d'intérêts en présence. Et dans tous les cas, il y a tout le temps la population, la majorité de la population qui n'a aucun intérêt à ce qu'une guerre se fasse, qui n'a aucun intérêt à ce qu'on privatise l'eau, qui n'a aucun intérêt à ce qu'on pollue les champs pour faire de la bouffe de mer, qui n'a aucun intérêt à ce qu'on rende malade les gens pour ensuite leur faire payer des médicaments par l'intermédiaire de la Sécu, et ainsi de suite. 5 minutes. Donc ouais, la lutte de classe, c'est vraiment un prisme d'analyse qui peut paraître très simplificateur au premier abord, mais qui du coup amène qui est le fruit d'analyses beaucoup plus poussées ensuite derrière. Mais c'est une approche vraiment très 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 simple de se dire, il est où le mec qui a du pognon et qui va en faire toujours plus, et ils sont où les mecs qui pâtissent de la tyrannie de ce mec-là, quoi. Donc tout ça,
Je pense que là, j'ai parlé un peu d'internationalisme, de lutte de classe, très peu de formation politique, de militants, continuent de parler d'internationalisme et de lutte de classe. Alors qu'à l'heure actuelle, la planète, le problème du réchauffement climatique concerne la planète entière, et ça devrait être naturel pour tout le monde de ne jamais parler au point de vue national ou de toujours remettre en perspective à l'échelle internationale un problème. À penser à nos frères africains qui meurent de l'Ebola alors qu'on sait le soigner, à penser aux Chinois qui vivent à Pékin dans une ville ultra polluée, et tous les autres qui vivent dans des conditions de précarité hallucinantes alors qu'il y a bien assez de richesses sur cette planète pour satisfaire les besoins alimentaires de chacun. Qui sont pour moi besoins alimentaires, l'alimentation, logement, santé, éducation, culture. Donc voilà. Alors moi je suis militant au sein de Lutte ouvrière, donc c'est une organisation trotskiste, c'est des révolutionnaires. On les taxe souvent d'extrémistes dans leurs discours. Moi j'ai ramené beaucoup de publications, donc il y a un hebdo, il y a un mensuel, il y a des exposés qui sont faits, tout est en téléchargement gratuit sur le site en PDF. Il faut lire ce que ces organisations soi-disant d'extrême gauche, soi-disant radicales, soi-disant terroristes ou je sais pas quoi, écrivent. Ça ne sont que des analyses très pragmatiques. C'est à aucun moment, nous au sein du Lutte ouvrière, on prétend dire la vérité, nous on prétend donner notre point de vue. Et essayer de faire réfléchir sur le fait que, regardez, l'idéologie dominante, elle se loge dans tous les médias, dans tous les systèmes éducatifs. Et il faut qu'on se fasse aussi nos propres médias indépendants. Ça, c'est des publications qui sont écrites par des bénévoles. Et personne n'est rémunéré dessus. C'est des mecs qui sont révolutionnaires et qui donnent beaucoup de leur temps pour participer. Donc moi, j'ai ramené, par exemple, sport, capitalisme et nationalisme. C'est d'actualité parce qu'il y a les JO en ce moment. Et le sport, dès les débuts, dès l'apparition du sport, ça a été un moyen idéal pour véhiculer le nationalisme. Soi-disant dans des compétitions pacifiques, qui amènent les valeurs du sport, la paix, la fraternité. En fait, on concourt pour notre drapeau et avec notre hymne national, quoi. Et tous les sujets sont abordés, le réchauffement climatique, le combat pour l'émancipation des femmes, Syriza Podemos, quelle perspective pour les gauches radicales, la longue lutte des Noirs américains, la guerre de 1914-18. Voilà. Et moi, je prétends pas, par mon intervention, avoir fait avancer énormément la chose. Ce que je pense, c'est que c'est par les lectures qu'on peut énormément... Dans des discussions, on peut progresser, hein. Moi, je suis pas conférencier, j'ai du mal à... je prétendrai pas être capable de faire vraiment passer mes idées. Mais j'ai beaucoup grandi à lire beaucoup d'analyses. Je partage pas tout, mais ce que je sais, c'est qu'avec des révolutionnaires trotskistes, tous les problèmes peuvent être abordés. Et on dit, ne pas faire de politique, c'est faire de la politique. Voilà. Donc je pense que la politique est partout. Et malheureusement, il faudrait qu'on s'en empare nous, au lieu de les laisser faire leur politique de métier. Voilà, je vais conclure là-dessus. Une réaction du côté de Tanguy qui va se poser sa question et qui va y répondre lui-même. Non, je voulais juste faire une petite intervention par rapport à ce que tu disais tout à l'heure là sur les 1%, les 99%. Effectivement, les 99% de personnes n'ont que leur force de travail à vendre. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner très peu d'argent. Ce que je voulais dire par rapport à nous, notre expérience de vie très alternative, où on s'est mis un peu en décalage du système, c'est que je pense que le capitalisme, il a la main mise sur n'importe qui à partir du moment où en fait, c'est lui qui fournit par l'intermédiaire du système ta nourriture, ton logement, ta santé, ton éducation pour tes enfants, etc. Tous les besoins en fait vitaux des citoyens, des individus passent par leur machine à eux. Donc tu travailles dans leur machine pour gagner 3 sous dans leur machine pour les dépenser immédiatement pour manger des nouilles. C'est un peu ça le résumé, quoi. Et habiter dans une cage à lapins. Nous, notre expérience de vie avec ma femme, c'est que depuis 20 ans, on a suivi des chemins un peu alternatifs, parallèles, et qui nous ont amené petit à petit à se faire notre alimentation nous-mêmes, à se faire nos logements en bottes de paille, en bois cordé, en récupérant la terre qui est là, la paille qui est dans nos champs, et les bois qu'il y a dans nos forêts. Et je pense qu'à partir du moment où tu fabriques ton logement, tu fabriques ta nourriture, tu te soignes avec des huiles essentielles ou avec des huiles de macération qui sont faites par un frère ou par une sœur qui habite dans le secteur, que tu troques ça d'une manière non marchande parce que hop, tu
tu échanges un sac de farine contre un peu d'huile essentielle, un machin, etc. Nous, on prétend pas avoir tous nos échanges comme ça. On a aussi une bagnole, on a aussi un téléphone. On a choisi de rester aussi un pied dans le capitalisme parce que je pense qu'on peut pas vivre à côté de la société. Ça sert à rien, en fait. Tu fais ta tour d'ivoire tout seul et ça sert plus à rien. Mais par contre, le fait de proposer comme ça des solutions de petits logements. Par exemple, nous, on a fait un logement dans lequel on a habité avec nos 2 enfants pendant presque 10 ans et il nous a coûté 5 000 euros. Ça fait 500 euros par an. Ça fait 40 euros par mois. Et c'est un logement qui fait 60 mètres carrés, qui est hyper peu consommateur en énergie, qui a 0 impact sur l'environnement parce qu'il est entièrement fait en bois et en laine de mouton. Bon, voilà. Je pense que là, il y a des propositions réelles pour loger des gens, pour loger des familles qui sont beaucoup plus réalistes que leurs énormes cages à lapins qui font travailler Bouygues et donc des gens exploités par Bouygues. Et voilà. Donc là, en fait, souvent les solutions, ce qui est terrible, c'est que les solutions que propose le capitalisme pour les gens qui ont peu de moyens, la nourriture chez Leader Price, le HLM, etc., c'est des solutions qui auto-exploitent. C'est-à-dire que les gens consomment dans les endroits où ils sont victimes eux-mêmes de l'exploitation. C'est-à-dire que chez Leader Price, les gens ils sont très mal payés, ils sont très mal considérés. Et pourtant, quand t'es pauvre, tu peux consommer que là. T'as l'impression, du moins. Le capitalisme te donne l'impression que c'est ça. Voilà. Donc il faut chercher les circuits courts, faut chercher les alternatives. Il y en a dans tous les secteurs, dans la santé, dans l'éducation, dans le logement, dans la nourriture. Il y a des alternatives. Alors c'est pas évident pour tout le monde. On n'habite pas tous en campagne et tout. C'est plus facile quand on est en campagne. Moi, je suis pas non plus d'origine de la campagne. Hein. Je suis né à Boulogne-Billancourt, côté des usines Renault. Donc tu vois, mon chemin il m'a amené dans le Zion et bon entre autres par ça et par la convergence de ça et des idées Rasta et des idées Anar et des idées voilà. Je pense que il y a beaucoup de gens qui proposent des choses, des vraies idées, qui ont des vraies propositions. Faut lire ça, mais il faut lire aussi tous les autres qui proposent des choses. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Merci. Est-ce que ça suscite des réactions? Vous avez des questions? Ouais, Clara. Alors je voudrais juste réagir pour te remercier beaucoup parce que c'est vrai que notamment je pense qu'il y a un truc très pernicieux dans ce capitalisme, c'est de séparer les luttes et de nous faire croire que l'environnement est une lutte, que la pauvreté en est une autre, que l'alphabétisme en est une autre et tout ça devient séparé, donc on a l'impression de rien pouvoir maîtriser, d'être des tout petits bonhommes dans une immense problématique. Et je pense que fondamentalement, il faut revenir à l'essentiel, c'est ensemble, avec cette lutte de classe, qu'on va pouvoir lier, relayer tout ça et être efficace. Voilà, c'est pas... on avait oublié parce que effectivement le grand communisme a fait très peur après-guerre, on l'a beaucoup mis de côté pour l'alternative, mais il ne faut pas oublier que c'est nous humains ensemble qui arriverons à faire changer les choses. Donc la base elle est dans la lutte de classe parce que l'humain ne peut que comprendre que son intérêt c'est la préservation de notre environnement et de notre planète et que le capitalisme est fondamentalement contre. Voilà, donc merci. C'est excellent que tu aies dit ça. C'est diviser pour régner et exactement cultiver des luttes multiples. Et donc la sauvegarde des baleines, des petits phoques ou l'analphabétisation ou alors une église ou une école en Afrique. Et en fait, chacun s'achète une pseudo-bonne conscience. Et je pense que justement, l'essentiel, c'est ça. C'est la lutte de classe. Chacun la subit à son niveau. Si on envisage comment la subissent, justement les petits Africains qui meurent de famine, nous à côté c'est rien, mais il faut se sentir solidaire de toutes ces souffrances de chacun et donc essayer de construire ce combat commun, pas simplement pour régler les erreurs qu'ils font dans tous les domaines, mais pour prétendre à justement anéantir la cause de tous ces dysfonctionnements. Et renverser le capitalisme, l'anarchie et le communisme sont les deux propositions qui visualisent une société utopique où il n'y ait plus d'État, où il n'y ait plus de classe sociale et où en fait les générations qui sont venues et qui ont grandi dans cette société-là et pour élémentaire la solidarité, l'entraide et le partage. Et on en est loin et il faut militer énormément pour véhiculer ces idées, de se dire notre combat il n'est pas entre nous,
Et il est surtout contre nos dirigeants qui ont du pognon. Et on en parle rarement, on fait souvent croire que c'est les politiques qui sont responsables. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui maîtrisent l'économie. Parce qu'on le sait très bien, les politiques, il faut qu'ils fassent revenir la croissance pour résorber le chômage. Qu'est-ce que ça veut dire faire revenir la croissance? Ça veut dire que les profits repartent. Et on parle rarement des Bettencourt, des Arnaud, des Bolloré, des Bouygues, des Patrick Drahi, des mecs qui possèdent des médias, qui possèdent des parts dans toutes les industries. Et c'est des familles, c'est des gens en chair et en os, ces mecs-là, qui se cachent derrière des systèmes politiques pseudo-démocratiques où l'alternance est tellement bien organisée qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il faut réunir toutes nos luttes. Je pense que la réunion de ces luttes, c'est d'abattre le capitalisme. Bon, très vite, parce que finalement l'intervention précédente l'a souligné, le fait que moi aussi je voulais te remercier de justement réintroduire l'analyse via la lutte des classes, notamment parce que c'est une manière de justement montrer à quel point la ségrégation des différents mouvements et des luttes est un moyen de mieux faire régner le capitalisme, mais c'est aussi le concept d'analyse via les classes sociales est aussi un moyen de remettre en lumière le fait que les mouvements actuels ne sont pas naturels, parce qu'il y a un mouvement de naturalisation de ces mouvements présentés comme imparables, du genre la croissance c'est normal, alors qu'elle est basée sur des idéologies, voilà, c'est complètement idéologique, et on tend à vraiment l'invisibiliser, alors que c'est prégnant, il faut en reprendre conscience pour pouvoir justement lutter contre ces mouvements qui sont liés à des intérêts pécuniaires, mais qui sont contre l'humain. Et c'est via le concept notamment de lutte des classes qu'on a complètement discrédité pour des raisons politiques, parce que ça a été plus ou moins appliqué dans des régimes politiques qui ont eu des effets particuliers, mais ça n'est pas la seule manière d'appliquer ces visions de la collectivité et du collectif. Donc merci Mathias. Merci Mathias. Et pour en revenir, la lutte de classe, c'est un bien grand mot. C'est très simplificateur au premier abord, mais si on s'intéresse aux analyses de Marx, le premier, Engels, c'est des ouvrages qui sont imbitables. Il ne faut surtout pas commencer par la théorie révolutionnaire. Au contraire, je pense qu'il faut commencer par s'intéresser au prisme de la lutte des classes dans l'analyse de l'actualité qu'on subit au jour le jour. Et après, c'est dans l'histoire du mouvement révolutionnaire qu'on va se rendre compte quels ont été les échecs et essayer de se nourrir de l'expérience des échecs de tous les mouvements révolutionnaires à l'échelle de la planète, comme eux le font, notre élite dirigeante. C'est-à-dire que quand ils ont trop réprimé dans le sang, la prochaine fois, ils se disent on y va à la Lécrimo et au jet d'eau. Et ils font des guerres à l'autre bout de la planète parce qu'ils savent que nous, on est informés par la télé et qu'on ne se rend pas trop compte de la violence de cette guerre qu'on finance avec nos impôts. Et on devrait être dans la rue tous les jours contre les interventions armées de la France aux quatre coins du monde. J'ai entendu beaucoup parler lutte, révolution, et c'est un moyen comme un autre, je dis rien là-dessus. Et pour ceux qui ne se sentiraient pas les moyens d'aller dans la rue, de jeter des pavés, je ne pense pas que c'est la meilleure solution, jeter des pavés, surtout pas aux flics. Ceux qui ne sentent pas la force forcément de lutter tous les jours, qui ne savent pas comment faire, d'une manière pacifique aussi, ça vaut autant qu'une autre, c'est par exemple ne plus nourrir son ennemi. S'il y a un pervers narcissique, c'est qu'il y a une victime qui a des faiblesses émotionnelles. Si on leur laisse nos faiblesses émotionnelles comme des outils, ils vont utiliser l'humain comme un pantin. Donc en fait, on peut très bien lutter en allant lutter dans la rue, en criant fort, en faisant des barrages, je sais quelle autre action, c'est très bien. Chaque chose a sa valeur dans un temps donné. Mais ceux qui justement ne sentent pas la force, ils peuvent très bien de façon pacifique ne plus acheter leur merde, tout simplement. Ne plus les utiliser de façon aberrante. Parce que la technologie aujourd'hui c'est très bien, parce que ça peut émanciper l'homme, ça peut le sortir, le faire évoluer très très vite, mais ça peut aussi la servir. Tout dépend du point de vue qu'on a sur la situation. C'est soit on souffre, soit on est heureux. Pour la technologie c'est pareil. C'est soit on utilise de façon asservissante, on va chercher des animaux qui n'existent pas dans une réalité augmentée, et là on est occupé comme avec des œillères, ou alors on utilise la technologie pour, je sais pas, faire des recherches sur ce qui nous intéresse. Tiens, qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est quoi l'économie? Une économie saine, qu'est-ce que ça pourrait être? Allez, il faut les chercher parce que ça existe.
Ça a déjà existé et ça s'est cassé la gueule parce que le pouvoir dominant reprend toujours la place. Mais enfin bon, voilà, je voulais dire par ces quelques mots que pour ceux qui ne sentent pas la force ou le courage d'aller lutter, il y a énormément de moyens pacifiques de lutter entre guillemets. C'est ne pas donner prise à ce système qui utilise l'humain comme une matière première exploitable. Moi je voulais simplement insister sur quelque chose qui est beaucoup revenu dans les débats et qui est une petite notion et qui fait beaucoup son chemin en ce moment et qui pour moi est vraiment un outil, une clé pour justement cette lutte de classe et pour pas essayer d'abattre une énorme machine tout seul, mais simplement agir sur ce qu'on connaît et ce qu'on peut faire. C'est la notion du local, qui est pour moi vraiment l'outil et la clé qui relie tout ça, qui peut nous permettre d'agir sur notre environnement, sur l'éducation de nos proches, des gens qui ont le même, on va dire, terreau sociologique que nous, qui ont les mêmes codes et qui peuvent nous comprendre. Et donc on peut très facilement, je crois, et très vite, localement, résoudre à peu près tous les problèmes que le global crée. Et je crois que si on agit simplement localement, aux endroits qu'on connaît, avec les gens qui ont fait confiance, eh ben on peut aller très loin et très vite. Donc, je voulais simplement insister sur cette notion-là, qui est pour moi fondamentale, qui est dite, mais qui n'est pas insistée assez dessus, je crois. C'est une transition qui est pas mal pour l'intervention d'après. Et ça suscite des réactions. Ouais. Je sais que Mathias il a attendu là-dessus. Bien vu. C'est penser global, agir local.